Bonjour à tous, l'heure des pros, tous les jours entre 9 h et 10 h. S'il existe un domaine où c'était mieux avant, le c'était mieux avant joue du violoncelle, c'est bien l'école, l'orthographe, la grammaire, l'histoire, la discipline, jusqu'au cours de morale. Je prendrai grand soin de mes affaires, j'écouterai toujours le maître, je serai un élève attentif. La France des choristes, des hussards noirs et des blouses grises, c'était mieux avant. Mythe ou réalité? Au moment où l'éducation nationale oublie le complément d'objet direct et invente le prédicat. Quesaco. Les parents sont perdus, les enfants sont contents, l'orthographe est négociable. Et puis nous parlerons évidemment de Manuel Valls qui a reçu une gifle hier en Bretagne, et si cette claque qui illustrait notre époque, l'agressivité, la rancœur, les passions tristes dominent, avec cette obsession en filigrane, exister, faire parler de soi, attirer la lumière, quoi qu'il arrive, et dénoncer évidemment le manque d'autorité dans la société française. Et pour en parler autour de cette table, Anne Fulda, bonjour, vous êtes journaliste au Figaro. Merci d'être avec nous. Anne-Marie Guignard, bonjour. Vous êtes pédagogue, auteur de quelques livres sur un nouvel enseignement, je peux dire ça, une manière différente d'enseigner. Un outil de remédiation, on pourrait dire ça comme ça. En tout cas, c'est du conte de fées. C'est de la grammaire sous conte de fées. Hugo ou la mémoire, Hugo ou les secrets. Pourquoi Hugo? Pourquoi tous vos livres qu'on va voir à l'instant s'appellent Hugo? Mais il fallait bien un petit héros, en fait. Voilà. Donc, voilà. C'est un héros, effectivement. Hugo. Un petit Hugo. Carole Barjon, journaliste, auteur de « Mais qui sont les assassins de l'école ?» ce qui pose assez clairement le sujet. François-Xavier Bellamy, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de philosophie, vous êtes déjà venu ici. Et vous êtes assez conservateur sur l'orthographe, la grammaire et l'enseignement en général. Je pense qu'il y a tellement tout à refaire que maintenant, dans l'école d'aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose à conserver. Mais en effet, peut-être on peut s'inspirer de ce qu'on a su réussir avant. Et Thomas Guénolé, figurez-vous, qui est l'exact contraire. Je peux vous présenter comme ça. Bonjour. Si vous voulez, bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po. Tout à fait. Mais vous pensez que l'école est peut-être mieux aujourd'hui qu'elle n'était hier? Oui, ce qui ne veut pas dire que tout va bien, entendez-moi bien. Oui, mais déjà c'est un avis. Je ne pense pas que c'était mieux avant, effectivement. Bon, on va parler évidemment de Manuel Valls avant d'entamer notre débat sur l'école, mais forcément l'information et l'image vous la connaissez depuis hier puisqu'elle a fait le tour des télévisions et même des réseaux sociaux. C'est cette image de Manuel Valls qui a reçu une gifle en Bretagne par un jeune dont on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il serait militant dans un mouvement obscur, identitaire breton, et qui est devenu, si j'ose dire, l'épicentre de la vie politique française en quasiment une heure. Manuel Valls a décidé de porter plainte. Écoutez-le, et après, je vais vous demander vos réactions. Changer, il faut aller à l'écoute des Français avec détermination, courage, vérité. Je pense qu'il faut assumer, surtout quand il s'agit d'individus qui s'en prennent avec violence à ce que nous sommes, c'est-à-dire la démocratie tout simplement. Donc jamais avoir peur. Il faut dialoguer avec les Français, il faut refuser la violence. Mais moi au contraire, ça décuple mon énergie, mon envie d'aller convaincre. Il faut avoir du sang-froid dans ces moments-là. Et j'en ai. Merci. Anne Fulda, ça fait presque le lien avec notre sujet sur l'école, parce que quand on parle d'école, on parle d'autorité. Et j'ai l'impression que si on tire le fil de l'autorité dans la société française, on a tout. Et là, c'est une autorité, en l'occurrence celle des hommes politiques, qui n'est plus respectée. Oui, c'est vrai que ça donne l'impression d'un délitement de l'autorité. Il n'y a plus de respect, ne serait-ce que vis-à-vis de la figure institutionnelle qu'est un ancien Premier ministre ou n'importe quel homme politique, d'ailleurs, quel qu'il soit. Et moi, ça m'a rappelé, en voyant ces images, la campagne présidentielle de 2002 que j'avais suivie. Et il y avait une violence latente comme ça, qui était quand même le révélateur d'un malaise qui s'est exprimé avec la présence quand même de Jean-Marie Le Pen, qu'on n'avait pas prédit. Non, c'est pas nouveau, mais c'est pas obligatoirement bon signe. Je me souviens qu'il y avait Jacques Chirac qui avait reçu des crachats lors d'une visite en banlieue. On avait un peu banalisé l'affaire, comme le président de la République en exercice, qui reçoit des crachats, mais non, c'est pas très grave. Lionel Jospin qui avait reçu des ketchup. Cette violence physique, c'est quand même le signe de quelque chose. C'est effectivement un malaise, le délitement quand même d'une société et de certaines valeurs qui sont quand même
fondatrice de ce qu'est notre société. Carole Barjot. C'est vrai que pour continuer sur 2002, c'est vrai que les Français n'apprécient pas ce délitement de l'autorité et on se souvient précisément que dans cette campagne de 2002, celui qui s'était taillé un beau succès, c'était François Bayrou, parce qu'il avait justement donné une petite tape à un garnement qui s'était permis faisait les poches. Oui, voilà, Il lui faisait les poches, tout simplement. Il lui faisait une tape. Et Bayrou était devenu quasiment le héros de cette campagne parce que précisément il avait fait preuve d'autorité à ce moment-là. Thomas Guénolé, est-ce que c'est l'autorité que vous retenez ou cette folie aujourd'hui de la médiatisation, c'est-à-dire que pour faire parler de soi, tirer la lumière, cette obscure personne dont on peut imaginer la vie un peu grise. Il a 18 ans, son père témoignait ce matin dans le Parisien, il est un petit peu perdu, un peu fragile, et puis il devient un héros parce que sur la page Facebook de ses amis, il est considéré ce matin comme un héros. Ce qu'il fait en fait, historiquement, c'est une invention de la propagande soviétique, enfin bolchevique pour être plus précis, du début du XXe siècle. Ça s'appelle l'agite-prop. C'est-à-dire que vous faites quelque chose de spectaculaire, ce qui permet d'avoir l'attention sur votre message, car sinon, vous n'auriez pas eu l'attention sur votre message parce que vous n'avez pas de soutien dans ce que vous proposez. Le cas extrême de ça, c'est le 11 septembre 2001. Il n'y a pas de soutien massif au projet politique de feu Oussama Ben Laden, mais le moyen de l'avoir quand même à la une partout, c'est de faire péter les deux tours du World Trade Center. Ça, c'est le premier point. Ce qui est nouveau, c'est qu'en 1917, il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Twitter. Non, mais je voudrais rappeler quand même que le terrorisme, par exemple, pour les cas extrêmes de l'agite-prop, le terrorisme commence à véritablement apparaître au moment où apparaît la presse de masse. Parce que si vous n'avez pas les médias de masse pour répercuter votre agite-prop, ça ne sert à rien de faire un attentat. Donc premier point. Donc c'est nous qui sommes responsables. Ce n'est pas ce que je dis. Non, en tout cas, on est acteurs. Mais non, ce n'est pas ce que je dis. Je ne dis pas qu'il y a une responsabilité. Je dis juste que, comment dire, le terrorisme sert à forcer les portes des médias qui produisent l'actualité, c'est tout. Donc c'est pas les médias font partie des victimes. On est piégé. Pas partie des coupables. On est piégé. C'est un piège effectivement. Donc pour moi ça c'est une forme beaucoup plus faible de ce type de logique. Il n'est pas en train de commettre un attentat, mais c'est une gifle. La logique est la même. Après sur le délitement d'autorité. Bon, pardonnez-moi, je suis né au tout début des années 80. Je suis toujours un peu consterné quand j'entends parler de délitement de l'autorité par rapport à ma génération. Alors qu'il y a quand même eu mai 68. C'est pas nous qui avons dit il est interdit d'interdire. C'est pas nous qui avons dit sous les pavés la plage. C'est pas nous qui avons tenté une insurrection vis-à-vis du pouvoir en place. C'est la génération 68 tard, c'est pas nous. Et j'ajoute quand même que les différentes valeurs portées par mai 68, comment dire, vis-à-vis de l'autorité, vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis de tout ce que vous voulez, en fait, il n'y a pas à régler des comptes avec ma génération, c'est plutôt aux baby boomers de régler leurs comptes entre eux sur ce qu'ils ont fait en mai 68. Non, mais je veux dire, si je peux me permettre. En 68, mais le délitement de l'autorité, peut-être, et François-Xavier Bellamy qui est dans les classes tous les jours pourrait nous en parler, pourquoi pas. Dans les classes aussi, vous savez. Oui, non, mais ça va être intéressant de faire le parallèle entre cet événement et puis notre discussion de tout à l'heure. François-Xavier Bellamy, juste sur l'autorité. Oui, vous le ressentez dans les classes, par exemple, on vous parle mal? Alors moi j'ai jamais vécu de... J'ai la chance d'enseigner dans des classes, la philosophie n'arrive qu'assez tard dans le parcours d'un élève, donc j'ai la chance d'enseigner dans des classes où les élèves qui sont les plus en difficulté malheureusement souvent ont déjà décroché. Beaucoup de mes collègues qui enseignent en primaire, dans le secondaire, au début du collège ou dans toutes les années de collège vivent eux pour le coup de plein fouet la crise de l'autorité, mais qui engage de façon beaucoup plus large les représentations de notre société. Et de ce point de vue là, je crois que mai 68 a été un épiphénomène, une conséquence bien plus qu'une cause, la conséquence d'une crise des institutions qui se vit aujourd'hui quotidiennement dans l'insécurité très profonde. Je crois que Manuel Valls vient de prendre une petite gifle, mais si on veut parler crise de l'autorité, rappelons-nous de la vague de violence qui a eu lieu à l'encontre d'enseignants au début de ces années, dont on a trop peu parlé. Beaucoup d'enseignants qui ont été directement frappés, pris à partie et parfois blessés par des parents, par des jeunes, ce qui est bien le signe précisément que nous vivons une forme de crise assez profonde. Pour conclure, Anne Fulda, juste sur Manuel Valls, est-ce que vous diriez que Manuel Valls, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs hier, suscite ce type d'hostilité par rapport à d'autres candidats? Et je rapproche le geste d'hier peut-être avec au Salon de l'Agriculture, cet homme qui avait refusé
de serrer la main à Nicolas Sarkozy, qui était un acte évidemment d'une violence moindre, puisqu'il n'y avait pas la violence physique, mais est-ce que vous diriez que oui, Manuel Valls, parce qu'il est autoritaire lui-même, parce qu'il a le sens de l'État, suscite ce type de réaction? Oui, mais enfin, en disant ça, c'est une manière de l'excuser d'une certaine façon. Et finalement, il a peut-être un discours qui peut apparaître ou un positionnement qui peut apparaître autoritaire. Néanmoins, il reste dans les clous. Comment dire, il n'appelle pas à la violence. Mais je suis d'accord et je comprends que la question puisse même un peu embarrasser et choquer. C'est totalement, oui, injustifié de dire que parce qu'il incarne une forme d'autorité, il puisse. Il y avait Jean-François Copé tout à l'heure qui était. Ce type de comportement, c'est ahurissant. Oui, mais Jean-François Copé qui était là sur le plateau d'ITélé tout à l'heure, et j'avais cette discussion avec lui, il dit, mais moi-même, comme j'ai des positions assez radicales, forcément, je peux susciter ce type de réaction. Thomas Guénolé, je vous vois dodeliner. Oui, je suis pas du tout d'accord, mais en fait, c'est parce que je voudrais rappeler que l'autorité, c'est pas le pouvoir. C'est pas la même chose, excusez-moi, mais Manuel Valls, il incarne le pouvoir, il incarne pas l'autorité. Quand vous avez besoin d'une 49.3 pour faire passer une réforme, c'est que vous n'avez pas d'autorité. L'autorité à auctoritas, en réalité, ça signifie autorité naturelle. C'est-à-dire qu'on vous suit parce que c'est vous, parce qu'on a confiance en vous, parce qu'on suit votre message. Manuel Valls, il n'incarne pas l'autorité, il incarne la contrainte. Nicolas Sarkozy n'incarnait pas, quand il était actif en politique, il n'incarnait pas l'autorité, il incarnait le fait d'assumer, d'utiliser la contrainte, donc il incarne le pouvoir, pas l'autorité. Ce n'est pas la même chose. C'est peut-être ce que vous dites. Et pour le grand public, je pense que l'un et l'autre incarnent une forme d'autorité et de vouloir faire respecter certaines valeurs. Il ne faut pas confondre l'autorité avec l'autoritarisme. L'autorité contraint à l'obéissance, mais la raison y persuade. Bon, c'est un large débat. Je suis assez d'accord avec ça, parce qu'il ne faut quand même pas oublier de revenir sur le terrain politique, dans la mesure où Manuel Valls est candidat à la primaire de la gauche et qu'il est ancien Premier ministre de François Hollande, qui était dans la capacité de se représenter parce qu'il était devenu extrêmement impopulaire. Et donc, il y a peut-être une question de rapport à l'autorité dans ce geste d'hier à l'encontre de Manuel Valls. Enfin, il y a peut-être aussi, il ne faut pas l'oublier, simplement le rejet d'une politique qu'incarne Manuel Valls. Enfin, voilà, il y a quand même ça aussi. Bon, on va faire le lien évidemment, puisqu'on va parler de l'école. L'école, c'était mieux avant. Alors ça, c'est un sujet sur lequel tout le monde a un avis et tout le monde a le sentiment que notre génération connaissait mieux l'orthographe, connaissait mieux l'histoire, calculait beaucoup mieux. Le prédicat, ce qui nous fait parler de ça aujourd'hui, c'est le prédicat qui vient d'arriver à la rentrée. Le prédicat, alors, ça désigne ce qui est dit du sujet. Donc c'est très précis. Par exemple, dans la phrase « l'élève fait ses devoirs », le prédicat, c'est « fait ses devoirs ». Donc ce qui désigne le sujet. Alors que ça n'existait pas. Moi, on avait complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, etc. Bon, le prédicat, pour en savoir plus, voyez ce sujet de Sami Beradoun. Le prédicat fait polémique au point de s'inviter jusqu'au débat de la primaire de gauche. Universitaire. Une petite question, vous savez ce que c'est le prédicat, monsieur Payan? Oui, pourquoi? C'est la nouvelle réforme de la grammaire, qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi vous me demandez ça? Parce que les parents sont un peu perdus. On n'avait pas compris. Nous, on n'a pas compris. L'ex-ministre de l'Éducation esquive cette nouvelle règle de grammaire qui taraude pourtant beaucoup de parents d'élèves. Je ne vois pas l'intérêt, je ne vois pas pourquoi on change des idées de français que nous avons appris, qui marchaient très bien. Si nous, on n'arrive pas à les aider à mieux comprendre les choses, c'est vrai que c'est très compliqué pour l'avenir. Beaucoup y perdent leur latin. Pourtant, cela semble plutôt simple. Pour la phrase « le chat mange la souris », avec le chat en sujet, le prédicat est « mange la souris ». La souris et le COD, comme les COI, il ne sera plus enseigné en primaire et en 6e. Ce nouveau concept grammatical est loin de faire l'unanimité. On peut craindre que ce soit encore plus compliqué pour les élèves de comprendre la grammaire française. Le prédicat, c'est une notion de linguistique universitaire qui est très ambiguë, qui est reconnue comme telle, et il n'est pas du tout certain qu'elle soit à la portée d'élèves de CM1. Le COD et le COI n'ont évidemment pas complètement disparu du programme, ils réapparaissent en 5e. Ce concept grammatical est déjà enseigné dans d'autres pays francophones, comme le Canada. Soit Xavier Bellamy, vous êtes membre de l'Éducation nationale. Moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Jusqu'en 70, en gros, notre éducation nationale formait des écoliers qui savaient lire, écrire et compter. Qu'est-ce qui motive de vouloir changer quelque chose qui marchait plutôt bien, comme le complément d'objet direct ?
D'abord, il y a une espèce de passion de la réforme qui s'opère d'une façon vraiment dramatique. Et il faut que les Français sachent que c'est la première fois dans l'histoire de l'éducation nationale, qui a quand même un passé assez lourd en termes de réforme, c'est la première fois que le ministère décide d'imposer une réforme à tous les stades du parcours d'un élève en même temps. Ça veut dire qu'on impose la réforme des programmes, dont fait partie cet aspect-là, à toutes les classes simultanément. C'est la première fois qu'on le fait. D'habitude, on commençait sa scolarité dans une configuration particulière des programmes. Aujourd'hui, la configuration des programmes change en cours de scolarité. Et ceci donne évidemment la catastrophe qu'on est en train de vivre, parce qu'on n'a pas l'occasion de tester, on n'a pas l'occasion d'expérimenter, on ne demande absolument pas leur avis aux enseignants, et on fait descendre vers eux des manières d'enseigner. On ne demande pas l'avis aux enseignants? Bien sûr que non. Mais qui on décide, reçoit alors au début de l'année des nouvelles façons d'enseigner qui sont produites par la rue de Grenelle, qui sont produites par le Conseil supérieur des programmes, c'est-à-dire des enseignants par des universitaires. Ce sont des universitaires, et c'est tout à fait différent d'enseigner la linguistique à l'université et d'enseigner la grammaire en classe de CE2. On devrait commencer précisément par s'intéresser à ce qui fonctionne sur le terrain. Je ne dis pas que tout fonctionnait avant, et il y a certainement des choses à améliorer, mais là les choses marchent à l'envers et marchent complètement sur la tête. Donc il y a quelque chose de vraiment scandaleux, et c'est vraiment de l'ordre d'un scandale politique, parce que c'est la ministre qui, pour le coup, a imposé que les programmes soient appliqués. Pourquoi? C'est le goût de la réforme, tout simplement. Alors, de fait, ce qui est très curieux, c'est qu'on a commencé par penser une manière d'enseigner qui devait abandonner ce qu'on appelle l'école d'autrefois. Et le principe de base de l'éducation nationale a été pendant très longtemps la condamnation du discours que vous évoquiez tout à l'heure. C'était mieux avant. Fondamentalement, on a voulu défaire l'école d'autrefois pour la remplacer par une école qui ne transmettait plus des savoirs de manière verticale, mais qui faisait que l'élève allait construire son propre savoir. Et la grammaire qu'on voit aujourd'hui se déployer là, c'est une grammaire qui veut partir de l'observation des élèves. Les élèves doivent pouvoir analyser par eux-mêmes la structure des phrases. C'est toujours la même chose, c'est l'élève qui est au centre de tout et c'est plus le prof. Alors, c'est surtout l'élève qui doit construire son... Et en fait, pour terminer simplement là-dessus, la catastrophe, c'est que cette méthode d'enseignement ne fonctionnant évidemment pas, on ne cesse de persévérer dans la même logique plutôt que de revenir à ce qui pouvait fonctionner. Anne-Marie Guignard, vous êtes pédagogue, je l'ai dit, vous êtes auteur de beaucoup de bouquins sur la grammaire pour l'enseigner et pour que les enfants la comprennent. Comment vous jugez d'abord précisément cette nouvelle notion, le prédicat? Alors, je me suis penchée sur le problème hier soir. En fait, je me dis que, bon, ça part d'une bonne intention, à mon avis, c'est de simplifier. D'essayer encore de simplifier. Le COD, c'est un code. Ils ont essayé de simplifier. C'est-à-dire complément d'objet direct, qui répondait à la question quoi? Le chat mange la souris, le chat mange quoi? La souris. En fait, on se rend compte que dans une phrase, il y a celui qui fait, et puis ce qu'on affirme en fait. Donc, je sais pas moi, la jeune femme distribue le courrier. Qui est-ce qui distribue le courrier? C'est la jeune femme. C'est le sujet. Et puis le prédicat, c'est distribue le courrier. Bon, donc ça nous fait deux blocs. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il y a deux blocs, déjà. Et ensuite, on va aller s'intéresser au premier bloc. C'est lui qui va permettre, en fait, d'habiller correctement. Moi, je ne parle pas de conjugaison. On habille le verbe, on habille un prince, en fait. Puisque moi, la grammaire, pour moi, elle est extrêmement simple. Elle se résume en 3 questions. C'est un jeu d'enfant. C'est qui est-ce qui? Qui quoi? À qui à quoi? Donc, qu'on nous fasse un plan de prédicat, de COD, c'est pas du tout expliqué comme ça dans les livres. Et ceux qui nous écoutent, qui ont des enfants de 12 ans, ils doivent boire du petit lait en vous écoutant, parce qu'ils disent, tiens, j'ai compris quelque chose pour une fois de ce qu'on enseigne. La grammaire, elle a été compliquée dès le début, on sait bien pourquoi, elle n'était pas destinée à tout le monde. Moi, je la mets au service des autres. Hugo, c'est un héros qui s'inquiète une veille de dictée. Hugo, c'est le titre de vos bouquins, je crois qu'on le voit passer à l'antenne. Enfin, je veux dire, si t'as pas compris être et avoir, qu'est-ce que tu t'as rien compris à la grammaire? Ça, c'est vos bouquins. Voilà. Ça, c'est mes bouquins, mais c'est surtout que moi, je suis sur le terrain, non pas comme une enseignante. Je suis à côté de l'éducation nationale, je m'occupe des décrocheurs, je m'occupe du salarié qui n'ose pas demander une augmentation parce qu'il fait des fautes d'orthographe et qu'il l'a caché au moment de l'embauche, que c'est une catastrophe nationale et qu'il est grand temps qu'on se bouge. Et avec votre méthode, vous avez 100% de... C'est rien, mais si vous saviez comme c'est simple. Il faut que vous veniez chez nous, parce que moi, nous, on a des jeunes, parfois, qui sont en difficulté. Mais oui, mais c'est rien. Mais en fait, il a raté quelque chose. Donc,
j'ai envie de dire, bon voilà, ça remet le débat, l'orthographe c'est important, c'est l'image de soi qu'on envoie à l'autre, et on ne peut pas écrire avec des erreurs orthographiques. Moi j'étais taxée de mauvais élèves qui faisaient une faute par mot, donc j'ai développé l'oralité. Quand tu ne peux pas t'exprimer à l'écrit, tu n'es pas debout sur tes pieds. C'est grave ce qui se passe. Mais ce langage de terrain simple, on a l'impression, c'est enfin un manuel scolaire, c'est du jargon jargonnant. Oui, c'est-à-dire que moi, je vous assure, on a tous des enfants, je le lis, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Mais c'est normal. Juste tout à l'heure, on a fait un peu de latin, je voudrais qu'on fasse un peu de maths. L'illettrisme. L'illettrisme. Chez les 18-25 ans, c'est quel pourcentage? C'est 4%. Aujourd'hui. Aujourd'hui. 4% des 18-25 ans. Vous trouvez que c'est beaucoup faible? Attendez. Les 46-55 ans, donc ceux d'avant, c'est 8%. Le taux est double. Et les 56-65 ans, donc qui ont été éduqués il y a encore plus longtemps, bah c'est 12%. C'est le taux triple. Mais je vois bien ce que vous voulez dire. Donc c'était pas mieux avant. C'était pas mieux avant, ça n'est pas vrai. On marque juste une petite pause. Excusez-moi, je reprendrai après. Et on continue juste ce débat, c'est passionnant. L'école, c'était mieux avant. C'est la France des choristes contre la France d'aujourd'hui. Thomas Guénolé est avec nous, Anne Fulda, Anne-Marie Guénière, pédagogue, et Carole Carole Barjon, pardonnez-moi, auteur de « Mais qui sont les assassins de l'école » chez Robert Laffont, et François-Xavier Bellamy, vous êtes professeur de philosophie dans les lycées. Vous aviez la parole à l'instant, Thomas Guénolé, c'était mieux avant, vous récusez cette idée. Oui, donc je citais le fait, en résumé, pour ceux qui nous reprennent maintenant, que le taux d'illettrisme, en fait, est plus élevé chez les quinquagénaires, chez les quadragénaires, que chez les jeunes d'aujourd'hui. Donc dire c'était mieux avant, ça n'est factuellement pas vrai. Ensuite, les Français diplômés du supérieur, aujourd'hui c'est 44% du total. D'accord ? Les Européens, c'est 35%. Donc sur ce plan-là, sur ce critère-là, on est meilleur que la moyenne européenne. Je voudrais quand même dire, je ne suis pas en train de dire que tout va bien, je vais être parfaitement clair là-dessus. Non mais on compare. On compare. Parce que dans l'idée... Quand je m'observe, je m'inquiète. Quand je me compare, je me rassure. Je voudrais rajouter, en fait, pour qu'on comprenne bien, on a eu à un moment donné un choix profond qui était le choix de la massification de l'éducation, c'est-à-dire d'emmener le maximum de gens le plus haut possible. Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Ça veut dire qu'on emmène les élèves moins haut. C'est vrai. On emmène les élèves moins haut qu'avant. Nivellement par le bas. Attendez, ce que vous voulez dire. Non, justement, c'est plus subtil que ça. On emmène les élèves moins haut qu'avant. On enlève les élèves moins haut, c'est nivellement par le bas. Non, mais il y a une deuxième partie. On emmène les élèves moins haut, mais on y emmène plus de monde. Donc le niveau moyen a augmenté. C'est ça qui se passe. Le fameux grand niveau de nos grands-parents qui étaient tellement plus forts que nous. Les meilleurs de nos grands-parents, ils étaient plus forts que les meilleurs d'aujourd'hui. Giscard est meilleur que Macron aujourd'hui. Vous voyez? En revanche, la moyenne de la génération de Giscard, elle est moins bonne que la moyenne de la génération de Macron. Je comprends le raisonnement. Mais qui sont les assassins de l'école? Carole Barjon. Alors moi je voudrais dire que je ne suis pas sûre qu'il faille mettre le débat sur c'était mieux avant ou pas. Il me semble que c'est pas tout à fait la question. La question c'est d'améliorer ce qui ne marche pas aujourd'hui. On le met, je veux dire pourquoi on le met, parce qu'on avait une génération qui savait écrire, lire et mais c'est pas vrai. Non mais, bien sûr que si. En moyenne c'est pas vrai. Mais pardon, vous n'aviez quand même pas. Alors il y avait moins d'enfants qui accédaient en 6e, c'est vrai, mais on ne peut pas se contenter de relativiser comme vous le faites en citant des chiffres et en disant la moyenne va mieux. Non, il y a une tragédie sociale absolue. Je suis désolée, c'est que 20% d'enfants aujourd'hui ne maîtrisent pas la langue française à l'entrée en 6e. Ce sont des chiffres incontestables. Je suis d'accord avec vous là-dessus, plus que ça. Mais ça n'allait pas mieux avant. Donc la question, c'est pas de savoir mieux avant, etc. La question, c'est de résoudre ce problème-là et d'essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et si on en est arrivé là, il y a quand même un certain nombre de raisons. C'est qu'on a peut-être abandonné des méthodes qui marchaient au profit de méthodes d'apprentissage de la lecture. Comme la dictée, par exemple, pour l'orthographe. Je parle même avant la dictée. La dictée est un moyen de contrôle. Oui. Je parle déjà de des méthodes d'apprentissage de la lecture. On sait très bien qu'il y a eu l'introduction des méthodes globales, semi-globales, mixtes. Des années 70. Ce que vous voulez, vers la fin des années 60, et que ça a produit absolument des ravages. L'éducation nationale a mis 25 ans à recommencer à revenir dessus. Ensuite, effectivement, la dictée qui est un moyen de contrôle, la grammaire, il n'y a plus de cours spécifiques de grammaire.
il n'y a plus de cours spécifiques de grammaire. Et qu'est-ce que vous appelez cours spécifique de grammaire? Parce que en français, un enseignement de grammaire. Oui, mais pardonnez-moi, c'est français. Mais quand vous entrez, c'est écrit français, nous sommes d'accord, t'as français, t'as maths ou t'as histoire. Ouais, mais dans l'heure de français, peut-être que le prof, ce jour-là, fait un cours de grammaire pendant 1 heure et que c'est un cours spécifique de grammaire. Ce qui se passe, c'est qu'on a introduit, et justement sous l'influence de la linguistique, des universitaires surtout, parce que ça a été absolument tragique dans l'élaboration des programmes depuis 25 ans. On a voulu introduire la notion de séquence. Voilà. Alors maintenant, les professeurs de français, d'ailleurs le terme de séquence pour les profs de français, c'est un cauchemar. Parce que ça veut dire, séquence, ça veut dire égal, pas de cours spécifique de grammaire. C'est-à-dire qu'on étudie la grammaire à l'occasion de l'étude d'un texte d'un auteur, oui, et qu'on en profite, ah bah tiens là, il y a un complément d'objet direct, pardon. Donc l'enseignement est mauvais, si je résume, la manière d'enseigner le français est mauvaise. Et le problème, si vous voulez, perdure pourquoi? Parce que vous avez eu la majorité des instituteurs ont été formés avec des nouvelles méthodes, avec toutes les réformes du français successives. Il n'y a plus leur formation a été changée puisqu'on est passé aux IUFM. Donc vous pouvez avoir une licence de biologie. C'est très bien d'avoir une licence de biologie. Vous faites l'IUFM et vous apprenez à lire et à écrire et le calcul aux enfants. Voilà, et donc tout est à revoir. En fait, ça vient de la formation des enseignants du premier degré qui n'ont pas ce qu'ils devraient avoir. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, on les met dans des situations qui sont très compliquées. Oui, mais pourquoi? C'est ça que la question, est-ce que c'est pour des raisons idéologiques, pratiques? Vous dites les universitaires, pourquoi? Anne Fulda. Je ne voudrais pas être dans un débat, enfin dans une analyse réductrice, et je ne suis pas une grande connaisseuse de l'école. Néanmoins, vous évoquiez tout à l'heure la responsabilité de ceux qui ont fait mai 68. C'est évident, c'est un lieu commun de le dire, mais c'est vrai que suite à 68, le balancier est allé trop loin. On comprend pourquoi il y a eu 68, probablement, effectivement, il y a des choses qu'il fallait, l'élève devait peut-être effectivement être l'objet de plus d'attention, que peut-être que l'autorité était trop systématique, etc. Mais du coup, on est allé trop loin dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'effectivement, tout ce qui était autorité était regardé de façon comme si c'était obligatoirement quelque chose de mal. Là, la dernière réforme, celle de Najat Vallaud-Belkacem, c'est quand même incroyable, c'est-à-dire que on réduit la place de l'enseignement des langues anciennes. Bon, latin, grec. On supprime les langues anciennes, on les supprime directement, ne prenons pas de gants. Et dans le même temps, on introduit l'enseignement d'une deuxième langue vivante à partir de la 5e, à la place de la 4e, alors qu'il y a des enfants du code informatique à partir du CE1. Alors qu'il y a des enfants qui parlent à peine le français encore. Enfin, je sais pas, c'est vrai. François-Xavier Bellamy, le bon sens a disparu en fait. Je rappelle que vous êtes dans les classes tous les matins. Quelle analyse vous projetez? Je vais retrouver mes élèves après cette rencontre. Non, fondamentalement, moi je fais partie d'une génération d'enseignants qui a été formée avec l'idée qu'il ne fallait surtout pas transmettre des connaissances. Voilà, je crois que tout vient de là. On s'est dit, et peut-être c'est ça le moment 68, que pour que l'élève soit libre, il fallait défaire la transmission du savoir. Et la grammaire, précisément, a été déconstruite pour pouvoir permettre, par l'observation raisonnée de la langue, on a appelé ça comme ça pendant un certain temps, que les élèves devinent par eux-mêmes les règles de la grammaire. C'était ça, les principes de l'éducation nouvelle. C'est pas possible ça. Et si, on a persévéré. L'élève qui décide ou qui devine la grammaire. Le fait que l'élève devienne le constructeur de son propre savoir à l'occasion d'une observation, d'une expérience, d'un apprentissage personnel, cette vision-là, c'est ça qui préside encore à la dernière réforme du collège qu'on a vu se dérouler de façon parfaitement transparente dans tous les débats de l'année dernière. Les enseignements pratiques interdisciplinaires, c'est la même idée. Plutôt que d'avoir des cours où on est un cours de français, un cours de mathématiques, on va mettre les professeurs ensemble et par l'expérience devant des problèmes concrets, faire en sorte que les élèves construisent par eux-mêmes leur savoir. Et la chose qui est absolument fabuleuse, mais qui est en train de disparaître, je suis très heureux d'avoir rencontré Thomas Guénolé, qui ce matin nous a donné une expérience extraordinaire de ce que nous avons eu, de ce à quoi nous avons eu droit pendant des années et qui est en train de se dissoudre devant la réalité. C'est que pendant des années, on a expliqué que ça allait très bien, que ça n'avait jamais été aussi bien. Il fallait surtout pas changer de un petit peu quand même, Thomas. Attendez, pas vrai. Est-ce que je peux simplement terminer? Est-ce que je peux terminer? Je suis désolé. La caricature consiste à dire qu'aujourd'hui, il y a 4% d'élèves illettrés, alors qu'aujourd'hui, nous avons, c'est l'éducation nationale qui le dit, 25% d'élèves à la fin de la 3e qui savent
correctement lire le français. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui peut-être une moitié d'élèves en France qui sont en grande difficulté dans le rapport à la langue. La vraie caricature consiste à dire que nous sommes meilleurs aujourd'hui que nous ne l'étions hier, et pardonnez-moi, c'est exactement ce que vous avez dit. Ça s'appelle la rhétorique de l'homme de paille, c'est-à-dire qu'on contredit quelqu'un en lui imputant des propos qui n'ont pas... Vous avez dit que ça allait mieux aujourd'hui qu'hier. Désolé, il faut que les auditeurs expliquer qu'il y avait moins d'illettrisme aujourd'hui qu'avant. Et c'est vrai, et les chiffres que... Mais non, c'est faux, c'est absolument faux. L'illettrisme est une statistique mineure. La question du rapport à la langue est beaucoup plus large que l'illettrisme. Et là, nous sommes devant un scandale social. Un scandale social. Parce que les élèves sont en difficulté et qu'on explique que tout va bien. Alors, il va vous répondre. Thomas Guénonnet, répondez. Donc la façon d'expliquer que c'est faux, c'est que c'est une statistique mineure, ce qui ne veut pas dire qu'elle est fausse, ça veut dire que la statistique, vous la trouvez mineure. Premier point. Deuxième point, rhétorique de l'homme de paille. Donc ce n'est pas ce que j'ai dit. Cette émission est enregistrée et diffusée sur Internet. J'invite les gens qui l'ont regardée ou qui l'ont prise en route. Non, elle est enregistrée au sens où elle se retrouve ensuite sur Internet. Les gens pourront vérifier que ce que j'ai dit, ce sera passionnant. Ça ne va pas mieux avant, ce n'est pas vrai. J'ai donné des preuves chiffrées, sourcées. Et Deuxiot... Pardonnez-moi, là, moi, je vous interromps. Ça va pas mieux. Sur l'orthographe, il y a 30 ans, les gens écrivaient mieux qu'aujourd'hui. Après, ce que je voulais dire avant, ce que je voulais dire avant que mon propos soit caricaturé par monsieur, ce que je voulais dire avant que mon propos soit caricaturé, c'est je suis d'accord avec lui, figurez-vous, sur le fait qu'il y a une crise d'état-major dans l'éducation nationale, que le problème pour moi n'est pas idéologique, il est plutôt qu'on a affaire à des gens qui conçoivent les réformes en étant déconnectés du terrain, et ça c'est quelque chose qui a été dit, et je suis d'accord là-dessus. Après, sur est-ce qu'il faut une pédagogie B.A.B.A. De bout en bout, centrée sur l'élève, en fait, je voudrais insister, ça dépend de l'âge. À l'école primaire, je pense que la méthode B.A.B.A. quasi militaire est probablement la meilleure approche, mais quand on a affaire à des lycéens, le fait de se centrer davantage sur l'apprentissage par l'élève lui-même, il me semble que ça marche mieux, et a fortiori à l'université. Moi, je crois que je suis pas d'accord. C'est un débat idéologique. Je suis tout à fait désolée. Les réformes de l'école, elles ont été faites dans un but idéologique. Lequel ? J'y viens. Parfois avec les meilleures intentions du monde, et il s'agissait quand même de lutter contre les inégalités scolaires. C'est pour ça qu'on a eu toutes les nouvelles pédagogies, parce qu'on pensait que, sous l'influence de Pierre Bourdieu par exemple, que l'école était un lieu de violence symbolique, c'était une violence symbolique faite à l'élève, même si Bourdieu n'a pas préconisé lui-même de méthode pédagogique, mais il y a eu tout un discours qui a été tenu pendant... C'est-à-dire qu'on n'accepterait pas la hiérarchie dans l'école, qu'il y ait des très bons élèves et des élèves moyens, parce que finalement les très bons élèves sortent des milieux plus favorisés, non mais attendez, donc on veut remettre tout le monde à niveau. C'est pas une histoire de hiérarchie, c'était simplement de considérer que finalement les élèves des milieux favorisés disposaient, comme le disait Bourdieu, d'un capital culturel, ce qui est parfaitement exact, puisque effectivement dans leur famille on s'exprime bien, il y a des livres, etc. Et à partir de là, il fallait... on a estimé qu'il fallait, au fond, inventer de nouvelles manières d'enseigner, inventer une nouvelle grammaire, etc., de manière à ce que les élèves défavorisés soient plus à égalité. D'où l'idéologie. Mais Anne-Marie Guéniard va vous répondre parce qu'elle n'est pas du tout d'accord, manifestement. Je ne suis pas d'accord, je m'ennuie. Profondément, je m'ennuie et je me mets à la place des parents qui nous écoutent, qui eux ont des gamins en difficulté, des salariés qui attendent de nous des vraies réponses, et en fait on leur balance des chiffres et des trucs. Moi alors, je suis dans le faire FAIRE, c'est ça dont on a besoin. Il faut arrêter de se torturer l'esprit, il faut y aller, parce qu'aujourd'hui on a des gamins qui savent mal lire et mal écrire, qui vont avoir du mal demain à trouver du travail, que le numérique remet l'écrit en avant, qu'aujourd'hui quand tu tapes avec le bout de tes doigts lettre par lettre, c'est une grosse galère si tu sais pas écrire. Donc à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. On va dire, il y a des gamins pour qui ça va, et ce sont que les auditifs, que les gamins qui font 80% du boulot avec leurs oreilles. Ils relisent, ils apprennent, ça marche. Il ne faut pas confondre écrire et lire. Là, on fait un mélange de tout. D'abord, en France, on apprend à lire. Et vous parliez des choristes. Du temps des choristes, c'était 9 mois, le temps d'un bébé. Aujourd'hui, tu as un gamin qui rentre en septembre, et à Noël, il dit « Maman, je sais lire ». Il regarde le plafond, il connaît ses textes par cœur. On pense que la lecture, et l'enfant lui-même est trompé, que si tu lis, pépère, c'est que ce mot-là, tu vas pouvoir l'écrire. Eh bien non.
Et c'est là où tous les chercheurs, les pédagogues et tout ce que vous voulez se sont trompés. On confond la mémoire visuelle avec la mémoire photographique, celle qui permet de je suis d'accord avec vous, mais vous dites... Restez dans le concret, je vous en supplie, les gamins vont mal. Mais je suis d'accord avec vous, mais vous dites... On va mal en France. Les enfants, demain, on leur dit, tu t'es pas relu, tu n'as pas fait attention. C'est une galère, ils sont courageux, nos gosses. Mais j'entends bien ce que vous dites, mais vous dites... Moi, je suis dans le fer. FAIRE, je fais partie des faiseux, et je pense qu'il faut arrêter de plomber la tête du grand public en disant les pédagogues, les ceci, les cela. Le parent, ce qu'il veut, c'est que son gosse, ils savent lire, écrire et compter. Et on est capable de le faire en France. Je partage votre avis, mais vous dites vous ennuyez. Attendez, deux secondes. Mais il faut bien qu'on dresse le constat. Moi, on ne peut pas faire autour de la table. On ne va pas partir. Qu'on est sur le constat. Parlons des choses concrètes. Mais oui, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, ils ont qu'à prendre mes méthodes et en 20 heures, saura lire. Mais moi, je suis pas responsable qu'ils prennent pas vos méthodes. Je veux dire, pourquoi? Parce qu'il faut mettre en avant la grosse... Moi, écoutez, j'ai une phrase extrêmement simple, d'un niveau de CE2, que je fais écrire à tous les enfants qui passent entre mes mains. La chouette, épuisée, avait beaucoup voyagé. Elle est simple, niveau CE2. Si vous saviez ce que je vois. Il y a des confusions de sons. Les mots sont attachés, les mots sont détachés. L'image et l'IMAGE, légumes et l'apostrophe. Et pourquoi pas? Ça fait légumes. Mais quand l'enfant envoie ça à la maîtresse, vous savez ce qui se passe? On lui colle un diagnostic médical, on dit il dysfonctionne ce gosse-là, il est dyslexique. Ils sont tous chez les orthophonistes, ça coûte un fric fou à la sécu. Et quand j'entends parler de pédagogues, de machin de bidule, au bout d'un moment, il faut être dans le concret. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas dyslexiques? Mais pas du tout. Non. En fait, à l'œil nu, tu peux pas le déceler. Donc en fait, quand tu as raté ton apprentissage, et je suis bien placée pour vous en parler, moi depuis toute petite, je serais rentrée dans un trou de souris quand mon bulletin arrivait à la maison, ne sait pas écrire, n'a pas fait attention, n'a pas appris sa leçon. Voilà ce qui j'étais, moi, dans ma famille, d'un côté que des profs, de l'autre que des flics, vous voyez, un peu. Donc je passais mon temps à faire des équilibres sur la pelouse. Les enfants, aujourd'hui, sont en souffrance, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et ils ne savent même pas qui ils sont. Et les parents, pareil. Mais on cherche à comprendre. Moi j'entends ce que vous dites. Je veux dire, on les connaît, les chercheurs. Moi j'ai été 5 rendez-vous à la DGESCO, Direction Générale de l'Enseignement Scolaire. Je suis allée au plus haut, j'ai été accompagnée par un ministre de l'Éducation. Il ne se passe rien. C'est de notre faute, non? Mais c'est pas notre faute, mais plantons le décor. C'est pour ça que vous êtes là ce matin. Oui, parce que j'ai envie qu'il y ait un message d'espoir. Oui. Parce que les parents, ils en ont vraiment besoin, et les enfants surtout, et nos jeunes de demain, et nos adultes de demain. Un mec qui ne sait pas faire son chèque à la grande surface, l'illettrisme, des millions d'euros, c'est une vaste supercherie. Il faut 20 heures pour remettre quelqu'un sur les rails. Et je suis ici en public, entendu par peut-être des millions de spectateurs, c'est une vaste supercherie. En 20 heures, quelqu'un qui a appris la langue française, donc c'est la langue maternelle, il saura lire, écrire. Et vous pourriez le faire en vidéo? Bien sûr. On peut faire une émission sur Itinéraire en 20 heures après. Mais je reviens demain matin si vous voulez. Mais moi, attendez, mais nous, on va faire apprenez le français. Moi, j'ai été caché, planqué. Aujourd'hui, je suis à la lumière, et ben j'en profite. Parce que moi, les chiffres, ok, ce qui s'est fait avant, on s'en fout. C'est aujourd'hui qui compte. Je retiens quand même que tous les gosses chez les orthophonistes, vous dites que c'est bidon complet dans 9 cas sur 10. Il y a de la dyslexie, mais c'est de très faible pourcentage. C'est d'abord 3 garçons pour une fille. Désolé les garçons. Et puis derrière, il y a les dyscalculies, dysgraphies. Il n'y a pas de zone du cerveau qui dysfonctionne quand on compte. Tu comptes sur tes doigts. Il y a des enfants au souk quand vous allez acheter des babouches et que c'est X dirhams, le gamin il compte sur ses doigts. Il nous reste 3 minutes. Ce qui est dramatique. Vraiment très court parce que c'est déjà en tout cas c'est intéressant votre témoignage. Merci. Il nous reste 2 minutes donc on n'a pas le temps. C'est déjà demain, c'est fini. Là où je suis infiniment d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que précisément ce qui est dramatique dans cette situation, c'est que on sait ce qui fonctionne. On saurait très bien faire. Le drame, c'est que plutôt que de commencer par savoir ce qui fonctionne et mettre en œuvre ce qui fonctionne, on continue d'entretenir des principes qui ne fonctionnent pas. Et le vrai drame, et c'est là que vraiment nous éprouvons une forme de colère, c'est quand on nous explique que non, finalement tout va bien et qu'on n'a pas besoin de remettre en cause. Là, il y a quelque chose qui est vraiment dramatique parce que nous sommes vraiment devant un scandale social majeur. À la fin, c'est fini, je suis obligé de vous couper, vous allez tous ressortir frustrés, je le sais, de ce plateau, mais c'est le jeu, puisqu'il nous reste 1 minute 45. C'est déjà demain, votre actualité, Thomas Guénolé. Demain, on connaîtra le nom du vainqueur du prix 2016 du menteur en politique. Vous êtes vraiment... C'est demain. C'est demain. Anne Fulda. Alors Anne Fulda, elle a oublié de préparer. Vous ne lisez pas les textos que je vous envoie. Bon, c'est déjà demain. François-Xavier Bellamy, vous retournez dans votre classe. Je retourne dans ma classe. Carole Barjon, passionnant. Vous reviendrez aussi. Évidemment, on pourrait rester 1 heure de plus à parler des assassins de l'école. Demain, j'attends que les candidats à la primaire de gauche parlent de l'école un peu mieux qu'ils ne l'ont fait la dernière fois. Parce qu'ils sont tous là à dire l'école, c'est prioritaire, bien entendu. Mais il n'y a rien derrière et aucune proposition concrète, en tout cas sur les contenus.
contenu. Il ne parle jamais des contenus. Anne-Marie Guénière, on va faire une émission ensemble. Comment parler et écrire mieux Bien français. sûr. Mais j'entends quand même que personne ne vous écoute à l'Éducation nationale et ça, moi, je suis... Non, mais écoutez, j'étais c'est chez terrible. Lopez, Frédéric Lopez m'a reçu, il Oui. est effaré que personne ne m'ait rappelé. Bon, on rappelle Les vos bouquins livres. sont dans les On écoles, rappelle le vos Robert livres. fait son travail, enfin je veux dire, je suis dans On la plus belle rappelle maison vos livres, on les d'édition. voit. Voilà, Voilà. ça c'est Hugo et les rien, rois ça. être et avoir. Une maman peut s'y coller. Bon, Voilà. mais vous donnez... Bon, et Hugo et les secrets Ça devrait de être la dans mémoire. toutes les classes, c'est un outil de remédiation que Bon. l'Institut va aller chercher dans le placard quand il y en a 12 qui vont mal. C'est tout. Bon, vous êtes convaincu, Voilà. Thomas Guénolé, ou pas? Ah mais moi, faites-la cette émission, vraiment. Bon. Non, mais c'est très bien. Et qui sont les assassins de l'école, Carole Barjon? C'était court, pardonnez-moi, vraiment, je suis désolé. On reviendra. Bon, non mais vraiment, vraiment, Oui, on c'est aimerait bon, rester il faut plus longtemps alerter, ensemble. Mais ça n'allait François pas Xavier. mieux avant, j'insiste. Oui, bah, arrêtez, on a eu le débat. Si, je vous assure. Bon, C'est court, mais en fait, ce qui est chouette, Ce qui compte, c'est Bravo. que c'est que vous ayez Je pu suis d'accord remettre avec- de... Bravo à tous et l'info Et en se urgence. poursuit. Oui. L'info se poursuit sur Et moi les j'ai télés. pris note. Hein.